Donc, je m'appelle Hervé Gros, tout le monde ne me connaît pas dans l'équipe. Et moi, le responsable pédagogique à l'IOF, j'ai eu la chance d'être nommé, je ne sais pas encore trop bien comment. Et Pierre Sanois m'a demandé, en fin d'année dernière, d'organiser des visioconférences afin de maintenir un contact entre nous tous et d'apporter des informations techniques dans tous les sujets possibles. J'organise ces journées techniques donc, qui se font, ces visioconférences, excusez-moi, 2 fois par mois, le deuxième et le quatrième dimanche. C'est toujours le deuxième et le quatrième. Vous ne calculez pas tous les dimanches, hein. C'est le 2 et le 4. Donc là, on est au 4 de février. C'est François Gérardin qui va donc commencer son exposé spécialement sur les canaris de posture. Et il a sélectionné une partie parce qu'en 2 heures, on ne peut pas tout voir. Il sera articulé donc sur les plumes lisses. On aura donc une suite forcément sur les plumes frisées et peut-être une suite de suite parce que malgré tout, il restera peut-être des races moins connues qui n'auront pas été développées. Donc, on fera une troisième version. Je laisse la parole à François et merci de couper vos micros. Vous aurez des périodes de questions régulièrement durant l'exposé afin justement de pouvoir vous exprimer et poser des questions à François. François, c'est à toi. Merci Hervé. Je coupe mon micro. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence sur les canaris de posture à plumes lisses, niveau découverte. Alors, je m'appelle François Gérardin, je suis éleveur de canaris de posture depuis près de 40 années et j'élève actuellement des fifs, des oiseaux japonais, des Gloucester, des Scotch Fancy et des frisés du Nord. Je suis très investi dans le monde associatif, car je suis président de club, président de région, président du club technique posture et juge OMJ. Vous pourrez en savoir plus sur moi dans un prochain article qui doit paraître dans les oiseaux du monde. Alors, avant tout, je tiens à remercier Sonia Hensel, secrétaire de la région 2, qui, avec moi, a réalisé toute la saisie PowerPoint. Marie-Claire et Albert Delattre, membres du bureau CTP, qui m'ont aidé au niveau des textes. La commission photo de l'UF, Sylvain Chartier, Guy Doumergue, pour la mise à disposition des photos. Joël Geldof, éleveur de Bordère, à qui j'ai fait appel pour avoir des bonnes photos de Bordère, juge OMJ belge. Et Marc Bizet, Jean-Guy Darou et René Thomas, que je n'oublie pas, pour mes consultations d'ISAR et UP allemand, et bien sûr toute l'équipe de visioconférence UF. Alors maintenant, vive la posture et on va commencer notre exposé. Alors, cette visioconférence, en voici le sommaire. Donc, au niveau, je vous parlerai donc des races de canaris de posture, à plumes frisées, à plumes lisses, et puis donc à dessin. Là, c'est la présentation donc du sommaire. Avec les races à plumes lisses, on aura un développement de races à plumes lisses où j'ai sélectionné une dizaine de races parce qu'on ne peut pas les faire toutes. Et puis, si on a le temps, j'avais prévu des astuces d'élevage, mais comme nous avons un petit peu de retard, je ne sais pas si on y arrivera. Donc, combien existe-t-il à ce jour de races de posture? Il y a 33 races reconnues par la COM en 2021. Il y a 13 races en plumes frisées, 19 races en plumes lisses, voilà, et une race à dessin. Là vous avez un certain échantillonnage donc de canaris de posture. Pour les races de posture à plumes lisses, se décompose en 4 groupes. C'est ce que nous allons voir sur les 10 races que j'ai sélectionnées. Nous avons donc des postures plumes lisses de position spécifique, de forme et de maintien, UP et partenaires non UP. J'insiste bien parce que dans les plumes lisses, il y a donc des oiseaux qui sont UP et donc partenaires et non UP, comme je l'ai dit. Et puis une race qui est le lisard à dessin. Donc sur cet écran, vous avez plusieurs oiseaux. Vous avez en haut, à gauche, donc un larguette espagnol. En dessous, c'est un lisard. Au milieu, c'est un fif fancy. À côté, les deux jaunes, eh bien, ce sont un border et un fif fancy. Au-dessus, en arc de cercle,
elliptique, eh bien, c'est un Scotch Fancy. Vous avez un bossu et puis un couple d'arlequins avec un UP et un non UP. En ce qui concerne les positions spécifiques, alors, je vais tous vous les présenter, toutes les races qui existent. On va aller assez vite. Donc, on a le bossu belge. On a donc le Münchener, le Scotch Fancy, le Osso japonais. Je fais une petite parenthèse entre le Scotch Fancy et le Osso japonais. Ils ont exactement la même position, mais pas la même taille. Ensuite, on a les canaries de forme et de maintien, où nous avons donc le Border, le Fifth Fancy, le Norwich et le York. Certaines races que vous voyez ici seront développées donc dans ma présentation. Toujours en forme et de maintien, nous avons un des canaris suisses assez rares que l'on voit très peu en exposition, qui est le bernois. C'est dommage qu'on n'en voit pas beaucoup. Mais alors ce bernois, il a une caractéristique principale, c'est-à-dire c'est une position en quille, avec une tête plate, ce qui n'est pas le cas de la photo, mais bon, regardez bien donc le dessin, c'est vraiment la bonne forme du bernois. Et les bons bernois, on en voit très très peu. Ensuite, nous avons le Raza espagnol, qui est une race que je développerai tout à l'heure, un des petits canaris de posture. L'Irish Fancy, un canari irlandais. Celui-là aussi, vous aurez donc un exposé un peu plus soutenu tout à l'heure. Le Larguette espagnol. Les canaris à huppe. Alors, dans ces canaris à huppe, il y a donc toujours un partenaire non huppé. Il faut savoir, c'est que au niveau donc de la classification en concours, eh bien, il y a la possibilité donc de présenter le partenaire IP et le partenaire non IP, sauf dans une race qui est le IP allemand. Alors, le Lancashire, nous avons donc c'est le gentleman donc des canaris de posture. Nous avons donc un oiseau qui fait pas 23 cm, un oiseau donc de race anglaise, assez rare quand même parce qu'on en voit très très peu quand même dans les concours. Le crest et le crestbred. Alors, le crest et le crestbred, le crested, c'est celui qui est UP, et le crestbred, c'est celui qui est non UP. C'est un oiseau qui est très très volumineux en taille, très très volumineux en plumage, et puis on va dire c'est des plumages très très longs, très lourds. Ensuite, il y a le Rhinelander, qui est une race, on va dire assez récente quand même, qui se rapproche du Lancashire. On pourrait presque dire que c'est un petit Lancashire. Encore que je trouve que maintenant les Rhinelanders qu'on trouve actuellement donc en exposition, en présentation et tout, ont une meilleure forme que les Lancashire. J'expliquerai simplement une chose. Rappelez, regardez simplement sur la photo donc du Rhinelander lipo-jaune intensif, qui est carrément donc à gauche. Il a la bonne position en matière tête, dos et la queue, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Lancashire. On a du mal à avoir des Lancashire qui aient donc ces positions-là. Je voulais quand même le préciser, c'est très très important. Ensuite, il y a donc les Gloucester. Alors, la famille des Gloucester, on a le Gloucester Corona, que beaucoup connaissent, le Gloucester Consort. On y viendra tout à l'heure parce que c'est un oiseau que je vais vous développer. Et on va passer donc dans les arlequins portugais avec une nouvelle race, un oiseau avec beaucoup de controverses, parce que donc cet oiseau, les vrais, j'appelle ça moi les vrais arlequins portugais sont assez rares. Maintenant, nous avons donc, je pense en France, un groupe d'éleveurs qui va nous présenter des arlequins de qualité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un arlequin, c'est 16 cm avec une position bien précise, et c'est pas un canari couleur à coupler pour faire des panachés modèles. Voilà.
Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Au niveau des UP allemands, alors le UP allemand, c'est la seule race de UP où le partenaire existe, puisque c'est un non-UP, mais il est jugé automatiquement donc par les Canaries couleurs. Donc vous ne verrez pas là, je n'ai pas mis donc le partenaire non-UP. Et puis une nouvelle race que je n'ai pas encore bien la maîtrise parce que au niveau de la com, le Salentino, ben, il n'y a pas eu grand chose qui a été diffusé. J'attends toujours les nouvelles de la com où il y a beaucoup de choses qui devraient apparaître, mais je n'ai encore pas reçu toutes les informations concernant le Salentino. Et le pire, c'est que rares sont les photos de bonne qualité que j'aurais pu avoir. J'en ai pas trouvé, donc j'ai laissé donc les listes. Mais c'est une race qui est extrêmement récente. Et puis nous aurons donc aussi le canari à dessin, le seul que nous ayons actuellement, qui est le lisard. Cet oiseau-là, je vous présenterai en détail tout à l'heure. Alors le lisard, où il y a donc plusieurs types de lisards. Alors un lisard casqué et un lisard non casqué, en sachant qu'il existe maintenant reconnu, il a toujours existé, mais il est reconnu en concours, les lisards casque brisé. À remarquer simplement, je vous en parlerai encore tout à l'heure, c'est la qualité donc des oiseaux présentés, qui présentent un très très bon dessin du dos et surtout pour le non casqué, un très très bon dessin, beau dessin de poitrine. Alors, là, actuellement, donc, on va passer à l'exposé sur une partie du canari de posture féministe. Est-ce que vous avez des questions? Allez, on continue. Alors, maintenant, je vais vous présenter donc une dizaine de races de canaris posture plumis. Nous allons démarrer par le Fifth Fancy. Ensuite, nous aurons donc le Gloucester, le Raza espagnol, le Border, le UP allemand. Suivra le Larguette espagnol, l'Irish Fancy, le Scotch Fancy, le Lizard et le Bossu belge. Alors, on va démarrer avec le Fifth Fancy. Donc, le Fifth Fancy, c'est une race qui plaît actuellement au niveau donc des éleveurs. C'est une vieille race qui a été reconnue en 1957 par le Fifth Canary Club, donc l'origine est par l'Écosse. C'est un oiseau que je recommande aux jeunes éleveurs parce que c'est un très bon reproducteur. Ensuite de cela, il n'y a pas de grandes difficultés au point de vue d'élevage. Par contre, il faut principalement bien respecter la taille donc de ces Fifth Fancy puisque il ne faut pas tenter à la croître. Vous savez que toute matière vivante a comme objectif non pas de se réduire mais de s'agrandir. Et il faut conserver donc pour ces oiseaux-là toujours la qualité de plumage et de rondeur. À préciser que le Fifth Fancy c'est le petit frère du Border. Et là, vous avez donc une photo qui avait été prise dans un championnat où nos photographes avaient pu saisir un Border et puis un Fifth, donc ensemble. Toutes les couleurs sont admises, mais naturellement, ces oiseaux-là ne doivent pas être colorés, ni de traces rouges, c'est interdit. Alors, au niveau du Fifth, là, dans chaque race que je présenterai, j'ai réalisé donc, je dirais le standard et j'y ai mis donc les points les plus importants donc du standard. Le Fifth Fancy, on commencera déjà comme ça. En premier, donc, c'est 11 cm. Il doit avoir une tête bien ronde. On le voit bien donc sur le dessin. Quand je dis une tête bien ronde, ça va du front avec la hauteur de la tête ainsi que la largeur. Il faut que ce soit une tête bien ronde. Très important, la cassure de nuque qui doit être bien marquée. Parce que s'il n'y a pas donc de cassure de nuque qui soit bien remplie, et bien là c'est très très pénalisant. Ensuite, nous avons
Sonia, le dos, qui doit être bombé. Alors quand je dis bombé, c'est vraiment comme le dessin le montre et comme vous le voyez sur les deux fiches qui sont en photo. Le dos doit être bien bombé et rond. Poitrine bien ronde. Alors, la poitrine. C'est un petit peu comme le border, la poitrine, il faut qu'il y ait quand même ce soit rond et puis que l'oiseau soit large. Si on n'a pas donc un dos rond et puis en même temps une poitrine bien ronde, eh bien, ça ne correspond pas vraiment au fit fancy. Et la queue doit être courte et serrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport tête, corps, queue qui soit le plus harmonieux possible. La queue a une importance. Il faut faire très attention à ce que, à la sortie du nid, donc des jeunes, que les parents ne viennent pas arracher donc les poules, parce que des poules de queue qui sont arrachées vont repousser automatiquement plus loin. Donc, ça va pénaliser un petit peu l'oiseau pour son avenir de compétiteur. Et une chose importante, c'est le corps en forme de cœur. Le corps en forme de cœur, c'est, vous le voyez bien sur la photo. Moi, quand je juge donc des fit fancy, autant je vais les juger en hauteur, mais autant je vais les juger aussi en les mettant, excusez-moi, par terre ou sur un banc pour pouvoir les regarder du haut. Les meilleurs fit fancy sont ceux qui ont le corps en forme de cœur, on le voit bien donc sur le dessin. Le Gloucester. Alors le Gloucester, c'est une race qui a été travaillée, mais alors de longue haleine par les Anglais, dont les premières expositions ont eu lieu au Crystal Palace à Londres. Le Crystal Palace à Londres, c'est toujours donc un des monuments cultes de l'ornithologie d'élevage. Alors j'ai indiqué donc la création qui a été faite donc par une personne qui a croisé donc du border avec des canaris à toupet et qui les a travaillés sur plusieurs années. Il y a deux types de Gloucester. Il y a le Gloucester avec une huppe, qui est appelé Gloucester Corona, et puis le partenaire qui est le Gloucester à tête lisse, que l'on appelle consort. Il faut préciser une chose, c'est que au départ, l'élevage du Gloucester a été centralisé principalement sur les Gloucester Corona. Le Gloucester consort étant simplement un partenaire. Ce n'était pas la finalité d'avoir de présenter dans son temps donc des Gloucester consorts. Maintenant, c'est devenu comme beaucoup de plumies, d'un côté le Gloucester Corona et de l'autre côté le Gloucester consort. Ce canari, il est appelé Tom Pouce et il a une taille de 11 cm. On essaye de conserver, mais c'est relativement difficile. Le plumage doit être le plus fin possible, doux et serré, et il doit avoir une couleur vive, chaude et lumineuse. Chose que, dans les photos que j'avais au niveau donc de l'UF, parce que ce sont des photos qui remontent à quelques années, j'ai trouvé moins d'oiseaux très lumineux. Là maintenant, la plupart des Gloucester qui sont élevés par les spécialistes français du Gloucester, eh bien, ils ont des Gloucester qui sont très très lumineux, très très lipo, des taches très très lipo-intensives, la petite bavette très intensive, les points d'élection sur les ailes très très jaunes intensifs. Maintenant, on arrive à avoir des oiseaux qui sont, on va dire, très chatoyants. Alors, on va passer à la suivante. Alors, pour le Corona, l'une des particularités, c'est la tête. Si la tête, faut qu'elle soit ronde, mais ce qui va donner une huppe bien ronde. Faut que la huppe soit large, grande, avec un point central situé au milieu de la tête, mais le plus petit possible. Pour le consort, il faut une tête forte, ronde et large, avec des sourcils marqués. Et surtout, il y a une chose importante, c'est que les yeux doivent toujours rester visibles. Au jour d'aujourd'hui, on trouve donc des Gloucester où il y a une tendance actuelle qui tend à coupler consort sur consort pour avoir des têtes très très larges, très très importantes, et qui se rapprochent un petit peu des têtes de Norwich. Ce n'est pas la finalité. Les yeux doivent toujours être visibles. C'est exactement comme les huppes des Gloucester, des Corona.
où actuellement les huttes sont trop longues, trop larges, les plumes trop longues, et on voit plus les yeux. C'est pénalisant. L'œil doit toujours rester visible. Chez un Gloster, la nuque doit être pleine, c'est-à-dire la nuque bien remplie. Moi, j'ai une appellation assez particulière pour la nuque donc des Gloster. Je dis toujours qu'ils ont un cou de taureau. Le taureau, il n'a pas de cou, tout est massif entre la tête et puis le corps. Dans le Gloster, c'est pareil. On doit toujours avoir un Gloster, donc comme vous voyez sur la photo, qui est court, bien rempli. La poitrine bien arrondie. Et là, on le voit bien donc sur la photo. Ensuite, celui-là, le dos est bien rempli, légèrement bombé. Faut pas que le dos soit plat ni creux, toujours bien bombé. Ça doit être un oiseau qui doit être, on va dire, le plus rond possible. Alors, l'accouplement doit se faire. C'est une règle qui est suivie par les meilleurs éleveurs de Gloster. Le Gloster se fait toujours l'accouplement se fait toujours entre un Corona et un consort. C'est important parce que j'ai discuté avec quelques éleveurs de Gloster et ils me précisaient que les meilleurs Gloster, les meilleurs éleveurs qui percent dans les concours n'ont pas des souches Gloster, Gloster consort sur consort, non, ils ont Corona sur consort. Toujours. Et il y a aussi une histoire donc d'assise donc de la huppe où il ne faut pas quand même que les têtes soient déformées, on va dire entre parenthèses, par des accouplements consort sur consort. Meilleur accouplement, c'est Corona sur consort. Et l'avantage donc des Gloster, c'est que c'est un très bon reproducteur. Les principales difficultés, c'est bien maîtriser la taille du Gloster, toujours 11 cm. Alors, je dois préciser qu'actuellement, les bons Gloster, ils font toujours un peu plus. Bien maîtriser l'accouplement au niveau du plumage des deux partenaires, parce que le plumage a son importance. Le plumage doit être lisse et bien serré. Bien conserver les rondeurs du Gloster, c'est sûr. Toujours la proportion de tête pour queue. Et j'insiste encore une fois, c'est sur l'œil. L'œil doit toujours être bien visible. Pour la Corona, la huppe doit être régulière, ronde, sans cornes. Les cornes, c'est des petites excroissances de plumes que l'on a sur les côtés qui précisent que quand un oiseau a des cornes, ça veut dire que la tête n'est pas ronde, elle est pincée. Et pas de trou dans la nuque, ni à l'arrière de la nuque. Pourquoi que j'ai parlé donc arrière de la nuque? Parce que simplement une tête qui est pincée, eh bien automatiquement il y aura un trou qui va se former derrière la nuque et des cornes abondantes. Au niveau du consort, toujours tête bien ronde, non pincée, ni front triangulaire. On a l'exemple donc de cet oiseau, de ce consort, la tête de ce consort, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que la tête est bien large, bien ronde. Et on voit beaucoup de Gloster qui ont des fronts triangulaires. Alors, sur le dessin du standard, j'ai fait apparaître les deux dessins, celui, on va dire, d'avant et celui de maintenant. Celui d'avant, ben, c'est celui qui se situe juste en dessous du consort, et puis celui qui est juste au-dessus, donc en haut à gauche. Il faut savoir donc qu'il y a 3 ans maintenant, en 2018, il y a eu donc une réunion qui s'est tenue à Servia. Et là, les experts OMJ ont accepté de modifier donc le dessin du Gloster. Le dessin du Gloster, eh bien maintenant, c'est ce que vous voyez au centre, avec des oiseaux qui sont plus ronds. Alors c'est vrai qu'on en voit actuellement, ça commence à poindre, mais simplement, on n'a pas cette taille de 11 cm. Tout ce que je vois, moi, c'est beaucoup plus long. On arriverait certainement dans le futur à avoir des têtes, des oiseaux qui soient, on va dire, le plus rapprochant possible des 11 cm. Alors, toujours une tête ronde et large. Ensuite,
le front bien rempli, une nuque pleine, un dos bien rempli, une poitrine large et ronde, et puis une queue courte. Dans les Gloucester, la cuisse doit être pas visible. On ne doit pas voir la cuisse. Et toujours donc des oiseaux qui soient en bonne position, qui ne soient ni couchés ni trop dressés. Alors, le Rasa espagnol. Alors, le Rasa espagnol, c'est un des plus petits canaris de posture. Canari, bon, espagnol, ça va de soi, qui est issu donc d'un accouplement de canaris domestiques de petite taille. Hein. Et moi, je me souviens quand on a commencé à voir des Rasa en France, une particularité, c'est que ces Rasa, ils chantaient comme des timbrados. Maintenant, c'est fini, mais bon, peut-être en Espagne, j'en sais rien. Mais bon, pour les oiseaux français, maintenant, ils ne chantent plus comme les timbrados. C'était relativement agréable. Hein. Alors, c'est un oiseau de petite taille, très mince. Hein. Qualité, c'est surtout, pour bien l'apprécier, c'est le plumage qui doit être le plus lisse, le plus serré possible. Toutes les couleurs, c'est bon, sauf le rouge. On dit toujours qu'un Rasa, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit nerveux, vif et robuste. Et puis, c'est un oiseau qui est très prolifique, que moi, je conseille donc aux éleveurs débutants. Les difficultés que l'on rencontre au niveau de cette race, c'est le maintien de la taille. Parce que, comme je dis, les petits oiseaux, ils ont toujours tendance à grandir. Et puis, si les accouplements ne sont pas très très bons, eh bien, on a tendance à avoir des oiseaux qui soient trop gros et puis trop grands. Important, c'est la finesse du corps et les pattes au tarse court. Alors là, je vais simplement mettre faut revenir en arrière, Sonia, s'il te plaît. Je veux juste expliquer une chose, c'est qu'il ne faut jamais accoupler deux intensifs ensemble. Les éleveurs croient qu'en accouplant deux intensifs ensemble, ils vont réduire la taille de l'oiseau, le corps de l'oiseau. Alors là, c'est vrai, ils vont le faire, ça marche. Moi, j'ai expérimenté, ça marche. Mais par contre, il va y avoir un défaut très très important qui va apparaître, c'est les cuisses qui vont être très très visibles. Et dans notre jargon de juge, on dit toujours que ces oiseaux-là, ils sont sur des échasses. Et là, c'est très très pénalisant. Et quand ça arrive, quand on a ça dans une souche, eh bien c'est difficilement récupérable. Toujours faire un accouplement intensif sur chinelle pour éviter que ces cuisses soient trop visibles. Alors, au niveau de la taille, comme j'ai dit, 11 cm. Une des particularités du Rasa, c'est qu'il faut qu'il ait une position à 45 degrés. Moi, j'ai toujours une image à donner. Le Rasa, dans sa position, c'est le Mirage 4 qui décolle. Voilà. C'est peut-être parce que je suis à côté d'une base aérienne à une trentaine de kilomètres, la base aérienne de Luxeuil, mais j'ai toujours eu cette image-là. Le Mirage qui décolle ou un avion qui décolle, il est à 45 degrés. Alors, important, la tête doit être petite et en forme de noisette. On le voit bien, par exemple, sur l'oiseau qui est mélanine, celui donc en haut à droite, où il a vraiment la tête, il ne peut pas avoir une meilleure tête. Le corps doit être fin, cylindrique, et les cuisses, comme je l'ai dit, très peu visibles, avec des tarses, donc c'est les pattes, courtes. Plus c'est court, mieux c'est. On ne veut pas dire que ce soit tout petit, mais il faut que ce soit quand même court. On voit trop de Rasa qui ont des grands tarses et puis des grandes cuisses. Ça, c'est les défauts des accouplements précédents. Et chez cette race espagnole, eh bien, il y a une particularité, c'est la queue qui doit être en V, mais alors type hirondelle et bien fermée. Il faut toujours ne pas avoir une queue qui soit large, pour qu'elle soit le plus fermée, mais en V, type hirondelle. Est-ce que là, vous avez des questions sur les quelques oiseaux que nous avons vus? Ouais, c'est pour le Gloucester, là. Donc, il faut, t'as oublié de parler du body. Voilà, exact. C'est vrai que j'ai oublié de parler de la rondeur de la poitrine que l'on appelle le body, qui a son importance réelle dans le niveau standard, donc la nouvelle, pas le nouveau standard, le nouveau dessin et
l'évolution actuelle du Gloucester. Parce que quand je me rappelle des Gloucester il y a une dizaine d'années, même il y a 5 ans, quand je les vois maintenant, c'est une race en pleine évolution. Et c'est vrai que ce body a une importance réelle. Et pour ça, il faut avoir des épaules larges, une largeur d'épaule, une rondeur de corps réelle, mais surtout une poitrine la plus arrondie possible. Et un autre point, là, François, là, Oui. il faut toujours surveiller l'écartement des yeux pour avoir une bonne huppe, si tu veux. Les yeux doivent être le plus écartés possible. Qu'est-ce Ça que te tu donnera, appelles l'écartement des yeux? bah, si tu veux, si tes yeux sont trop rapprochés, ça te donnera une huppe triangulaire, quoi. Ben, ça veut dire que là, la tête, elle est T'auras pincée. Elle un est peu très- pincée à ce moment-là. On arrive à ce moment-là à avoir une tête qui est pincée. Si les Voilà, yeux, voilà. hein, c'est une tête pincée. J'avais précisé tout à l'heure, il faut éviter donc les têtes pincées et les têtes triangulaires. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, Faut il faut toujours se passer sur le comportement Gloucester, des yeux. attends, faut toujours avoir sur le Gloucester une tête ronde et large, surtout large et ronde. Bon, voilà, c'est tout. J'ai répondu, c'est bon? Oui. Voilà. Le suivant, c'est Jean-Marc Polakowski qui dit les cuisses sur les fives. Jean-Marc, à toi. Oui, bonjour. Oui, j'ai constaté qu'en Angleterre, on travaille un petit peu les cuisses, la visibilité des cuisses, comme le border. Oui, c'est vrai. Voilà, je voulais juste soulever cette parenthèse. C'est vrai, c'est vrai. J'y viendrai tout à l'heure parce que à mon humble avis, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans ce que j'ai pu voir, et je me déplace autant en France et à l'étranger dans les grands concours, euh, une évolution du standard sur le border qui tente à être moins importante, cette évolution, que sur le FIF. Mais le FIF est en train de gagner un petit peu du terrain pour se rapprocher de la forme actuelle du border et puis du maintien du border. On dit toujours que maintenant, les bons borders, c'est plus, on va dire, le corps en neuf, mais plus le corps tennis ball. Et idem pour le FIF, on a de plus en plus des oiseaux qui ont des corps le plus, on dirait, le plus compressé, comme une balle de tennis. C'est un peu votre avis, Jean-Marc? Tout à fait, c'est bon. D'accord. Ouais. Ok, merci pour avoir répondu à mon affirmation. Merci. D'accord, non mais c'est tout à fait exact. Alors, je vois Michel Garcia qui a mis un texte bizarre. Mes razas chantent toujours comme des timbrados, pardon. Bon, moi, j'ai jamais entendu un trimbados chanter, donc je peux pas vous dire. Mais à vous, Michel. Je suis éleveuse de timbrado, c'est comme ça mes razas d'office ils sont écolés. C'était juste pour ça, c'était une petite blague pour alléger le sérieux de notre réunion. Voilà, c'était tout. Merci Michel. Il y a un écolage. Alors moi, j'ai une question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi j'en ai une à poser. Quand Oui. on peut revenir en arrière sur le montage, sur la page où il y a les dessins des borders, des Gloucester, pardon. Les Gloucester, vas-y. C'est pas loin. Hein. Avant le rasa, voilà, c'est celle-là. Encore avant. Juste avant, il y a les dessins. Parce que les dessins, ils sont pas les mêmes. Alors, je comprends pas bien. Ah, bon, j'enlève pas de canari. Voilà, stop. Voilà. Là, celui qui est en haut à gauche, celui qui est en haut à droite, pardon, ben, il ressemble pas du tout à celui qui est en plein milieu. Il a pas de ventre, ni de droite. Absolument. Alors, absolument. C'est ce que j'ai dit lors de mon exposé. Les deux Gloucester, celui qui est en haut à gauche et puis le plus en haut à droite, c'est les anciens dessins des Gloucester d'avant. D'accord. D'accord. J'ai voulu les mettre parce que au jour d'aujourd'hui, dans les fiches de concours que nous avons, au jour où je vous parle, hein, le dessin n'a pas été corrigé. Et voilà. Donc j'ai voulu quand même les faire apparaître, sachant que en 2018 à Serbia, oui c'est ça, Serbia, les juges OMJ présents dans cette réunion technique ont modifié donc le dessin du Gloucester. Comme je l'ai précisé, le Gloucester est en pleine évolution actuellement.
pleine évolution de par, je dirais, sa forme, et puis aussi en pleine évolution de par la qualité des oiseaux détenus par les éleveurs. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas ce nombre et en quantité et en qualité des Gloucester que l'on a actuellement. Voilà. Donc ça veut dire que les deux dessins en bas à droite sont meilleurs, si Oui, je comprends bien, que ceux vers le haut. exact, exact. C'est-à-dire que les deux dessins que j'ai précisés lors de ma première discussion là, avec le en dessous du consort et puis je dirais celui qui est en haut à droite, eh bien, en quelque sorte ceux-là ils sont obsolètes. D'accord. J'ai compris. Ça va. J'ai pas dû faire attention pendant l'exposé. Excusez-moi. Pas grave. Je te pardonne. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais levé la main, donc je vais prendre la parole. Je n'ai pas toutes les photos, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai besoin des précisions, en fait. Comment est-ce que vous prenez la mesure de l'angle? Donc, quand on parle de 45 degrés, est-ce qu'on prend la ligne de dos? Est-ce qu'on prend de l'œil à la queue? Et puis, parfois, vous avez des têtes qui sont détachées du corps. Et donc, on peut avoir plus ou moins 45 selon les points de repère. Ça, c'est la première question. Deuxième question, notion d'intensif chez les canaris de posture. Tout à l'heure, vous parlez d'accouplement intensif. Mais vous regardez quoi? La longueur de plume ou la répartition du lipochrome sur la plume? Merci. Alors, je vais répondre, Pierre, je vais déjà répondre à cette question sur comment ça s'appelle, il me demandait au départ sur l'angle. Alors, on prend l'angle, position des pattes et par rapport au ventre. Normalement, le ventre, et puis c'est l'angle que forme, si tu veux, le ventre et puis la position des pattes. D'accord? Est-ce que j'ai été clair ou pas? Pierre, ton micro est coupé. Donc, les pattes et le ventre. Ouais. Mais le ventre, là, il est rond. Non, mais bon, attends. Je suis d'accord, mais il y a quand même un angle qui se fait, si tu veux. Tu tires une ligne droite avec le ventre pour que ça aille directement sur la jointure sur l'articulation des pattes, entre la patte et la cuisse. Donc, c'est le côté gauche, du coup, la patte, et après, on repart comme ça. C'est ça? Dans cet angle-là. Il suffit, Sonia, tu peux revenir sur un dessin où il y a un angle. Alors, en matière de plume, il y a deux choses. Il y a d'un côté la longueur de la plume, et de l'autre côté, je dirais, l'intensité de la couleur de la plume. Alors, tout est complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut savoir accoupler ces oiseaux pour rendre une couleur la plus lumineuse et chatoyante possible, avec d'un côté des plumes, enfin, des oiseaux intensifs à plumes courtes ou moyennes, pas trop longs, hein, parce qu'il y a toujours ça, il y a toujours cet accouplement qu'il faut bien maîtriser, c'est l'accouplement, ce que j'appelle moi des plumes. Alors, il y a une règle simple que moi j'applique en tant qu'éleveur, c'est je prélève une plume sur la même partie de chaque oiseau, type par exemple les flancs ou peu importe, à un endroit précis sur le ventre, mais principalement c'est sur les cuisses ou sur les flancs. Et je regarde donc comment je dirais la forme de cette plume. Si on a une plume qui est, on va dire, en pointe, et une plume qui est arrondie, eh bien là ça peut coller au point de vue accouplement. Si par exemple j'ai deux plumes qui sont arrondies sur leur extrémité, je fais jamais cet accouplement-là parce que ça va me donner automatiquement des plumes, un plumage qui va être trop long, trop mou, trop flou, et qui va me donner je parle simple, des bourrelets sur les flancs, hein, des bourrelets sur les flancs. J'attache une importance primordiale
à l'intensité de la couleur qui va donner, en plus de, je dirais, une plume serrée, une luminosité dans le plumage, et c'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on a un comparatif d'oiseaux de qualité identique, mais c'est la luminosité, l'aspect chatoyant du plumage qui risque de faire la différence lorsqu'on est en compétition. Et je répondu, Pierre, à ta question. Alors je vais rajouter quelque chose, puisque cette question de qu'est-ce que c'est qu'un intensif, nous en avions parlé en 2002 au colloque de Bordeaux, parce qu'il y avait un colloque Canaries couleur et Canaries de posture en parallèle, et cette question a déjà été posée, et c'était Denis Trucchi qui intervenait, et c'est là qu'on a vu que la notion d'intensif n'était pas la même pour un éleveur de posture et pour un éleveur de Canaries couleur. Et c'est très difficile à définir, effectivement, c'est la forme de la plume, mais c'est pas forcément toujours en pointe, c'est le nombre de barbules et c'est la répartition de l'hypochrome dans la totalité ou pas de la plume. C'est ça. Et en posture, c'est vrai que vous le faites de façon plutôt intuitive, dans vos accouplements, comme tu l'as dit. Mais après, moi, je m'interroge sur le fait qu'il y a des classes aujourd'hui, intensif et chimène. Et si c'est juste, je dois arracher une plume pour le savoir, je ne pense pas que le juge arrache la plume. Donc, il va se poser la question, sur quels critères visuels il se base, cette fois-ci, pour dire l'oiseau est bien dans la classe intensif ou il est bien dans la classe chimène. Donc, c'est une interrogation. Pour la question sur l'angle, j'ai regardé les photos, effectivement, et cette question, c'est vrai qu'on ne s'était pas posée lors de la préparation. Et moi, je pense que c'est plutôt un angle à partir de l'épaule, et non pas du ventre. C'est épaule par rapport à la cuisse. Et c'est là qu'on voit à peu près si c'est 45 ou 60 degrés. Alors, vous le faites sûrement intuitivement quand vous avez l'oiseau dans la cage, mais ce n'est pas le ventre, parce que quand il y a des ventres plats, c'est à peu près parallèle à l'épaule, mais quand vous avez des ventres très bombés, on ne peut pas se baser sur l'axe du ventre. Donc, faites des essais, je crois qu'il va falloir reprendre les photos des rapporteurs et dessiner, et vous verrez qu'il y a un rapport, je pense, avec l'angle épaule-queue et cuisse. Alors, est-ce que sur le dessin du five qu'on aperçoit là, est-ce qu'on ne peut pas prendre la ligne pointe du bec, pointe de la queue? Parce que celle-là, elle est bien à 60 degrés de l'horizontale, ça se voit. Et quand on prend la photo de droite, ça colle. La photo de gauche, il se penche en avant, l'oiseau. C'est un peu moins bon. Donc, c'est plus compliqué à dire l'angle. C'est pas facile, cette mesure d'angle, c'est vrai. Hein. Non, c'est pas facile. Non, mais le problème des têtes, c'est qu'il y a des oiseaux avec des coups allongés et des oiseaux avec des têtes penchées. Donc, c'est plus de baser sur ce critère-là. Pour le FIF, oui. Ah, mais avec l'épaule, ça pourrait aller, alors. Ça marcherait à tous les coups, quoi, disons. Je pense que c'est plus fiable. Mais bon, ça va leur faire un travail, hein. Alors, le border. Alors ça, c'est une race qui fait beaucoup parler d'elle actuellement. C'est une race, comme je l'ai dit, anglaise. Et la petite histoire, c'est que le border, il était élevé, on va dire, dans deux régions bien précises, l'Écosse et puis d'un côté l'Angleterre. Et puis, il y avait une controverse entre les Anglais et puis les Écossais où chacun essayait de tirer la couverture à soi pour dire c'est le mien, c'est pas le mien, je veux tel nom, etc. Et puis à un moment donné, bon, comme quoi la concertation, la négociation peut aboutir, ils ont décidé d'un commun accord de lui donner un nom, le nom de border, comme sa frontière, comme ça, ça a calmé tout à fait le jeu. Alors, le border, c'est le grand frère du fif fancy. C'est-à-dire que le fif fancy est une déclinaison du border, parce que le border est apparu bien avant que le fif fancy. Alors, c'est un oiseau qui est puissant, qui est tout en rondeur, qui est robuste, et qui est, la taille normalement c'est 14 cm 6, mais je dois dire qu'actuellement c'est souvent dépassé. Quand on regarde les grands borders que l'on a dans les championnats du monde, eh bien je peux vous dire qu'on se pose des fois des questions au niveau de la taille, parce que souvent les oiseaux ont la tête qui touche presque le dôme de la cage. Alors là, c'est un oiseau à controverse actuellement, parce que c'est un oiseau qui est très très difficile en matière de reproduction. Alors pourquoi? Parce que simplement à force de travailler, d'avoir amélioré le standard du border, parce que c'est un oiseau qui est magnifique dans sa prestance, dans sa présentation, les éleveurs ont plus orienté l'aspect visuel, le phénotype de l'oiseau,
plutôt que le côté qualité de reproduction. Et moi, j'ai connu dans le passé la même situation avec d'autres races en posture, et les éleveurs ont su, à un moment donné, choisir autant les bons oiseaux, mais conserver les oiseaux qui reproduisaient et qui avaient un instinct de reproduction assez élevé. Actuellement, dans les bordères, souvent la plupart des éleveurs ont des couples de soutien pour pouvoir élever donc ces bordères. Et ça, je me répète, le bordère n'est pas un oiseau à conseiller à des éleveurs inexpérimentés. Dans ces bordères, il faut toujours bien conserver les rondeurs, que ce soit au niveau du dos, au niveau donc de la poitrine, au niveau de la largeur donc des épaules, c'est très important, la rondeur de la tête, et toujours très important, c'est la cassure de nid. Un bon bordeur, il doit avoir une bonne poitrine bien ronde, un dos hyper bombé, et puis une cassure de nid très marquée. Et on a toujours la position des pattes, elle maintient 60 degrés. Pas de rouge, on n'a pas le droit de colorer donc les bordères, c'est dans les obligations que a demandé donc le pays naisseur qui est l'Angleterre. Voilà. Alors, Sonia, ouais. Alors, ici vous avez donc la taille 14,6. On voit bien donc la rondeur de la tête, la cassure bien marquée, le dos rond et bombé, la poitrine bien ronde et la queue courte et serrée. Toujours en ayant ce problème de faire bien attention à ce que les plumes des queues ne soient pas arrachées par les parents, parce que la queue, les plumes de queue poussent toujours 1,5 centimètre de plus, et ça n'a pas du tout le même aspect visuel, tête, corps, et puis queue, et point de vue donc des rapports. Thierry, tu as levé la main. Pas oublier de parler des pattes aussi. Il faut qu'ils soient très forts en pattes, hein, parce que comme je vois sur les photos, il faut ramasser. Et comme sur ton dessin, il est parfait, l'oiseau doit être bien raide sur ses pattes. C'est la position des pattes. Moi, je dis toujours qu'un bordère comme un fif, il doit avoir des pattes. Naturellement, ils en ont tous des pattes, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est la position des pattes, la longueur des pattes, faut que ce soit, on doit sentir la puissance dans les pattes, la puissance du maintien. Voilà. Et toujours ma petite particularité, c'est de regarder toujours les oiseaux de dessus pour voir le corps en forme de cœur. Ça, faites l'expérience si vous avez des bordères ainsi que des fifs, vous les regardez par le dessus et vous verrez ce que je dis. Mais il faut attention, faut pas se faire piéger par des plumages longs, parce que le plumage long sur les flancs va redonner un peu plus de rondeur. Mais le plumage long sur les flancs est pénalisant. Oui, puis on appelle ça des oiseaux trop lourds. Voilà, exact. Là, je dois remercier certaines photos qui m'ont été confiées donc par Joël Geldof, parce que dans ce que m'avaient confié les photographes de l'IWF, nous n'avions pas de bonnes photos du bordère actuel comme on le veut, et j'insisterai pour que dans les nationaux ou grandes expositions futures, ils puissent me prendre des vraies photos de bordère. Alors, on va passer au huppé allemand. Au huppé allemand, qui était autrefois appelé toupet allemand, parce que c'était une huppe qui était plus ovale qu'une huppe ronde. Alors, c'est un canari qui est relativement ancien, hein, connu depuis 1670, et il aurait servi de géniteur pour les canaris Harz. Je suis en train de rechercher avec les éleveurs de Harz s'ils auraient donc des traces de la création donc de leur Harz, principalement des Harz UP. C'est un canari de couleur. Donc on dit c'est un canari de couleur qui a une huppe et son partenaire est sans huppe naturellement, mais il est présenté donc dans les canaris de couleur, c'est-à-dire que mes homologues comme Jean-Paul Blémet jugent donc des
UP allemand à Tépis. La taille, entre 13,5 et 14,5. Toutes les couleurs sont admises et c'est un bon reproducteur. C'est un oiseau que je conseille vraiment pour celui qui veut démarrer donc l'élevage. C'est quelque chose qui est relativement intéressant. Concernant le UP allemand, une des particularités, ça c'est hyper important, il ne doit présenter aucune trace de mélanine pour les lipochromes, sauf pour la huppe, et aucune trace de lipo pour les mélanines au niveau bec, dans les deux cas, bec, plumage, pattes et ongles. Un UP allemand qui a un ongle noir, qui est un lipo, il est déclassé. Idem pour un mélanine qui a un ongle blanc, hop, déclassé. C'est une panache. Alors la huppe doit être ovale, pas rond, ovale, avec un point central petit et distinct. Alors auparavant, le standard disait en forme de trait, mais maintenant ils sont revenus à une huppe petite. Et pour les lipos, la huppe peut être foncée, jaspée ou lipochrome. Alors, donc je vous ai mis en premier ici une huppe foncée, à côté une huppe jaspée et en dernier une huppe lipochrome. Vous suivez la flèche et vous avez donc les trois types de huppes. À ce titre-là, je remercie René Thomas qui m'a fourni donc les photos donc des huppes parce que j'avais du mal à avoir donc ces trois types de couleurs de huppes. C'est quand même important de pouvoir définir ce qu'est une huppe foncée, une jaspée et une huppe lipochrome. La difficulté de ces oiseaux-là, c'est la forme de la huppe. La huppe doit être ovale. Le centre de la huppe doit être le plus petit possible. Et il faut faire attention au niveau de cette huppe. Il faut, au niveau du bec, il ne faut pas qu'elle soit surélevée. Il y a des huppes allemands qui ont quelques millimètres, 2-3 millimètres entre le bec et la huppe. Mais c'est vraiment visible. On va dire, c'est des huppes qui sont surélevées. Et ça, c'est fautif. Et une difficulté sur ce huppe allemand, c'est le passage de la huppe nuque invisible. Il ne doit pas y avoir de trous sur donc la nuque. S'il y a des trous, ça veut dire que la huppe a une mauvaise qualité, puis la tête n'est pas assez, est trop pincée. Il faut qu'elle soit ovale, mais pas trop pincée. Et attention, on va aborder un sujet important qui fait beaucoup de controverses dans les concours et puis après les concours quand les jugements sont terminés. C'est la limite de la mélanine autorisée à l'arrière de la huppe pour les lipochromes. Ça a été une grande discussion en ce qui concerne donc les juges OMJ à Servia, puisqu'ils ont redéfini les règles. Et on va les voir donc dans l'écran suivant. Alors, dans l'écran suivant, on va arrêter là, stop, là, où là, on voit ce qui apparaît. Alors, est-ce que vous voyez bien sur cette huppe qui est aspect sur la droite, à gauche, je veux dire, vous avez des zones qui sont en rouge et des zones qui sont en vert. Les zones qui sont en vert, ben c'est ce qui est autorisé. Ce qui est en rouge, c'est ce qui n'est pas autorisé. Et je vous ai sorti volontairement donc une photo donc d'un canari. Je n'ai pas mis volontairement le nom de l'éleveur parce que comme c'est un oiseau qui présentait un défaut grave, c'est un oiseau que j'avais demandé au photographe qu'il me prenne, c'est qu'effectivement cet oiseau-là, quand vous le regardez, il a sur le côté, et on le voit juste derrière l'œil, on voit une trace de mélanine qui descend à l'arrière de la tête, et ça, c'est un oiseau qui est non jugé. Il n'est pas naché. Ça ne doit pas dégager. Et là, on en discutait encore avec René Thomas, la grosse difficulté dans les lipos, c'est cette mélanine qui a la tendance à descendre, mais fortement, je dirais, donc à l'arrière de la huppe sur le cou. Alors, bien l'œil doit toujours bien rester visible, toujours un plumage lisse serré, les ailes non croisées, bien adhérentes et une queue étroite. Le larguette espagnol. Alors, en ce qui concerne le larguette,
C'est une race qui est relativement récente, parce que moi, je l'ai découvert donc dans les championnats mondiaux il y a on va dire, 25 ans à peu près maintenant. Donc, c'était en 2003 lors du mondial d'Amiens. Vous vous souvenez tous du mondial d'Amiens à Amiens qu'on avait réalisé en 2003. C'est là que l'arguette espagnole a été donc reconnue officiellement après plusieurs années donc de présentation. Alors je passe sur les noms d'appellation, calamite au départ, l'arguios et enfin l'arguette. Alors c'est un oiseau filiforme qui est tout en longueur 17 cm et qui rappelle le Yorkshire, le York, des types des années 1930 qui s'appelaient les York à anneaux. Alors pourquoi anneaux? C'était, on va dire, c'est une appellation, mais la règle c'était dit on pouvait prendre une bague et puis on pouvait passer donc un anneau à travers le corps de l'oiseau. C'est pour ça qu'il avait été appelé York anneau. Alors à savoir, est-ce que c'est les Espagnols qui auraient conservé des York anciens types ou pas? On n'en sait rien, mais simplement la race, elle est quand même superbe. C'est quand même un oiseau qui est très original et puis qui a une belle prestance, qui est fin, qui est rustique, prolifique et qui mérite, disons, d'être développé et qui est à conseiller pour les débutants. Toutes les couleurs admises sauf le rouge. Alors, la difficulté donc pour cet oiseau, c'est un corps allongé, fin, légèrement cylindrique, toujours la finesse du corps avec une poitrine mince, non proéminente, étroite. Le dos doit être étroit et mince pour que les épaules ne soient pas larges, ni trop visibles. La taille et la position des pattes. Quand on parle donc du larguette espagnol, il faut qu'il y ait des pattes, alors il faut qu'il y ait des cuisses soient bien visibles avec des pattes longues. Et on va le voir donc dans le dessin qui suit. Voilà, on voit bien autant sur l'oiseau qui est en photo que sur l'oiseau qui est en dessin. Regardez simplement la visibilité des cuisses et ainsi que la position donc des pattes. C'est hyper important. Alors on est dans un oiseau qui doit faire minimum 17 cm. S'il en fait 18 ou 19, c'est pas grave. Le tout, faut qu'il soit totalement fin de corps, que le cou soit mince, bien marqué, et puis qu'il y ait une poitrine qui ne soit pas proéminente, qui soit mince, étroite, pas de rondeur. Hein. Et toujours, alors, rien n'empêche d'avoir des oiseaux, c'est normal que les ailes, soient les plus longues possibles. Les ailes longues, c'est bien. Puis alors une queue qui soit longue. Et une position tête, dos et queue en ligne droite. Alors, maintenant, avez-vous des questions? Alors, dans l'ordre, il y a Jean-Marc là qui parle des bordères cuisses et forme de poitrine. À toi, Jean-Marc. Oui, je voulais savoir, je constate souvent que les très très bons bordères qui sont au top au niveau des championnats du monde, ils ont une petite fente sur la poitrine. Est-ce que c'est une faute grave ou il n'y a pas de conséquences? Alors, la fente. C'est la seule question, c'est bon? Oui. Alors, je vais répondre. Alors, la fente, donc, de cette poitrine. Ah, ça, je veux dire, ça, c'est une bonne question parce que on s'arrache les cheveux, parce qu'on se pose des questions pourquoi et comment. Alors, c'est un défaut de plumage, qui apparaît, alors, sur certains types d'oiseaux. Les bordères, les fifs, entre autres. Sur certains oiseaux, on le voit sur la première année, et certains autres oiseaux, le même oiseau, eh bien, la première année était avec une poitrine, on va dire lisse, sans fente, eh bien, ça apparaît la deuxième année. Alors, on ne sait pas. Honnêtement, moi, j'ai pas la réponse, mais je cherche pour avoir une explication. Est-ce que c'est dû à un peu trop d'embonpoint et ça génère une légère fente donc sur la poitrine du bordère. Est-ce que c'est un défaut de plumage réel qui apparaît et qui se transmet? Moi, je sais simplement en faisant du FIF
que j'élimine, entre parenthèses, de la reproduction, je ne vais pas les tuer, hein, j'élimine de la reproduction tous les oiseaux qui ont une fente. Je me suis aperçu que si j'accouplais des oiseaux qui avaient des fifs qui avaient une fente, et bien automatiquement sur les jeunes, j'avais un nombre plus important de jeunes qui présentaient ce défaut. Je n'ai pas, je regrette, mais je n'ai pas l'explication du pourquoi, du comment de l'apparition de cette fente. Elle est là, et c'est un défaut de plumage qui est pénalisé dans le plumage et qu'il faut, je dirais, essayer de ne pas retransmettre à la descendance. Mais en tant que juge expert OMJ, vous sanctionnez ce défaut lors d'un concours? Oui, okay. Oui. Okay. Oui. On pénalise dans le plumage. Okay, merci. Oui, donc ce défaut, il existe aussi chez le canari de couleur. Et parfois, il apparaît 1 mois ou 2 mois après la fin de la mue. En septembre, il n'est pas visible. Et l'oiseau, vers le mois de novembre, va présenter ce trait longitudinal de 2-3 cm au milieu de poitrine, jusque des fois au milieu des pattes. Hein. Et on les écarte de la reproduction. Voilà. Alors, parmi les questions, il y avait aussi... alors, Jean-Paul, c'est fait. Moi, j'avais une question là. Pour les consorts de UP allemands, donc ils passent en canari couleur, mais ils sont dans une classe à part dans la classification couleur ou ils sont mélangés avec les autres canaris couleurs? Ils sont mélangés avec les autres canaris couleurs. Voilà, on fait pas de nuance. Et cette histoire de huppe surélevée, ce serait pas le crâne qui serait trop bombé? Non. Alors, c'est dommage parce que j'étais prêt à mettre ce genre de photo, mais je pense que c'était plus dans un domaine d'expertise où je pourrais par la suite mettre ce genre de défaut en avant. René, il a peut-être l'explication, lui qui est un grand spécialiste de UP allemand. Oui, c'est bon, je vais te répondre. La huppe est légèrement. Voilà. Je vais répondre, si tu veux. Vas-y, René. Oui, bon, voilà, le UP allemand, voilà, le non UP, il est classé parmi les couleurs. Mais il a le défaut d'une huppe ovale par rapport au canari couleur qui doit avoir, d'une tête ovale par rapport au canari couleur qui doit avoir une tête ronde. Donc, si on veut un bon non UP pour mettre sur du UP, il faut qu'on arrive, en le regardant de profil, à avoir une bonne ligne harmonieuse qui part de la pointe du bec et qui fait le tour de la tête et qui descend dans le dos sans avoir de cassure au-dessus du bec, ni dans la nuque, pour ne pas avoir de huppe relevée ou de trou dans la nuque. Et avoir une tête bien ovale pour ne pas avoir la forme de la huppe ronde dans les futurs jeunes, dans la descendance. Voilà un peu si j'ai à peu près répondu à vos questions. Alors, je prends la main. Du coup, cet oiseau, quand il est en couleur, il tient la route ou il tient pas la route? Alors ça, il tient la route s'il est bon en plume, en couleur, en tout ça, il tient la route dans les petits concours. Mais arrivé au grand concours, au plus grand concours comme au national ou dans un international ou au mondial, il passera pas parce que la tête sera pas assez ronde. Dans un petit concours, il peut passer parce que s'il a une belle plume bien serrée, une bonne couleur et tout, bon, il peut passer s'il n'y a pas grand-chose à côté. Moi, je peux présenter des canaris non UP dans les couleurs jusqu'au régional, mais après, je présente plus, je m'amuse plus, hein, c'est plus la peine, je tiens plus la route. D'accord, ok, j'ai compris. Je lève pas de canaris, mais je veux savoir. Bon. Mais oui, non, mais voilà, François n'a pas trop insisté sur le non UP, disons, pour le UP allemand, alors qu'il a vraiment son importance pour les accouplements, quoi. Mais bon, il faut savoir, quoi. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Autre question dans le public, là, parce que je ne vois pas tout le monde. Ouais, moi. Donc, si vous m'entendez, j'ai besoin d'un peu plus de précision sur la huppe jaspée. Il y a une définition de la huppe jaspée? Oui. Alors, une huppe jaspée, c'est l'extrémité de la plume de chaque plume de huppe qui est
mélanine qui est de couleur foncée, mais d'une manière, comment je dirais, très fine. Hein, c'est comment je peux exprimer ça. C'est tu arraches une plume de la huppe, tu as les 2/3, on va dire les 3/4 de la plume chez un hippo, les 3/4 sur la longueur de la plume qui est blanche. Et puis tu as juste l'extrémité qui va être mélanine, mais que l'extrémité. Et automatiquement, ça ne peut pas faire une huppe totalement, on le voit ici, je sais pas si vous voyez, on ne peut pas, comment je dirais, on le voit d'une manière plus précise sur la huppe jaspée du milieu, et pour donner, on voit le centre de la huppe, on va dire le centre des 2/3 des plumes qui sont blanches, et puis de l'autre côté, l'extrémité, c'est grisâtre. C'est ça une huppe jaspée. Oui. En Perruche, on dirait du fléqui, qui est un non, Hervé, ça serait plutôt un charbonné. Ah, encore oui, voilà, oui. Ok. Bon. Et donc, puisque j'ai la parole, juste une deuxième petite question. J'ai remarqué, et j'aimerais en fait que tu me dises si c'est vrai ou pas, c'est que j'ai l'impression que chez les Canaries, on a souvent des huppes qui sont mélanisées plus ou moins faiblement, et que les huppes complètement lipochromes sont plus rares. Dans les huppes allemands? Chez les huppes en général, sur les Canaries posture, il y a des éleveurs aussi qui peuvent peut-être répondre. Moi, personnellement, dans ce que je vois, les huppes sont souvent lipo, jaspé, le summum on prend l'exemple du Gloucester, le summum dans le Gloucester, c'est d'avoir un oiseau lipo avec une huppe totalement mélanine. Ça, c'est le top du top. Bon, ça se voit, mais c'est des oiseaux qui sont pas trop couramment présentés. Voilà ce que je peux dire. René, il peut peut-être apporter une réponse plus précise sur le huppé allemand. Disons que quand on travaille la huppe, on travaille maintenant, moi j'essaye de travailler pour avoir le maximum de huppes lipo, puisque je fais que du lipo pour l'instant, dans les huppés allemands. Parce qu'on s'aperçoit que la mélanine descend toujours un peu trop bas et on en revient à cette sacrée mélanine qui descend bas et qu'on est toujours pénalisé à cause de ça. Donc j'ai travaillé, moi ça fait une paire d'années que je travaille avec les oiseaux qu'on appelle un peu simanons. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la huppe déjà mélanine, ils ont la huppe, mélanine foncée, ils ont la huppe brune. Voilà. Et ils ont tendance à la mue à vraiment bien s'éclaircir et voire disparaître. Donc un oiseau qui naît avec un plumage juvénile marron, souvent, ou ça arrive déjà pas, je dis pas à 100%, mais mettons à 50%, ça arrive qu'à la première mue, la huppe est complètement lipochrome. D'accord. Donc on n'est plus embêté avec cette mélanine qui dépasse dans la nuque et tout ça. Et ça, j'y travaille déjà depuis une paire d'années pour essayer d'avoir le maximum de huppes complètement lipo, même si je les ai pas à la naissance, ça peut arriver après la première mue, quoi. Donc voilà, c'est un peu, c'est du travail, comme tout oiseau, c'est du travail, quoi. Voilà. Question, René, bonjour, je ne connais pas, mais question, quand vous dites des cinnamons, vous les mettez au soleil, vos oiseaux? Non, les cinnamons, c'est les oiseaux qui viennent en monte avec les yeux rougeâtres. Je dis pas rouge, mais rougeâtres, Oui. et qui viennent noirs au bout d'une dizaine de jours après la naissance. Donc ceux-là, ils sont bien notés, aussitôt bagués, aussitôt ils sont notés pour pouvoir les retrouver plus tard, quoi. D'accord. Mais dans les huppés, on le reconnaît tout de suite. Avec la huppe brune, on le voit tout de suite que c'est les cinnamons, quoi. Oui, d'accord. Ok. Le mot cinnamon, c'est un mot qui veut dire que la mélanine n'est pas noire, mais elle est brunâtre. Elle est brunâtre, oui. Pour le même mot, vous mélangez avec les canaris de type brun et les canaris de type Isabelle, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Et oui, ensuite, enfin, pour les taches chez les penachés, quand on travaille les canaris d'hippochrome, on sait très bien qu'il apparaît souvent des parties du plumage tachées et qu'un des lieux de prédilection, c'est la tête. Donc, ce qui peut expliquer qu'en travaillant effectivement des huppés, que ce soit chez les glossaires ou n'importe qui, vous ayez plus facilement des taches au niveau de la huppe, parce que la tête est un endroit où ces taches apparaissent en premier. Après, quand vous êtes vraiment panaché à 30 ou 40% de panachure, les panachures sont partout sur le corps. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant qu'il y ait cette position préférée sur la tête. Donc, la question de Pierre est absolument pertinente. Et comme cet aspect, par exemple, jaspé des huppes, ça m'interpelle beaucoup, parce que sur une tête de canari couleur, il n'y a jamais des plumes comme ça sur la tête différentes du corps. Et cette couleur jaspe, on ne l'a pas dans la canari couleur. Donc, c'est aussi un élément qu'il faudrait essayer de comprendre. Pourquoi ça apparaît chez vos oiseaux et pas chez les autres? Ou à quoi ça correspond? Là, je ne sais pas, c'est la huppe qui doit fixer un peu la mélanine, je ne sais pas. Voilà. Parce que c'est vrai que le jaspé tel que tu le présentes, ça veut dire que la pigmentation mélanique n'est qu'en bout de plume et n'est pas sur les bases des plumes. Et c'est assez rare en canaris. Mais en général, un oiseau qui vient avec une huppe foncée devient jaspé après la première mue. Hein. Et celui qui est jaspé à la naissance, eh ben les 3/4 du temps, on voit plus grand chose comme mélanine après la première mue. Hein. Voilà, donc ça correspond à des taches qu'on a chez le canari couleur, chez les blancs ou des jaunes comme ça, où il y a quelques plumes tachées mélanisées, avec des mélanges de l'hippochrome et de mélanine dans la même plume. Et elle est grise et pas noire, vraiment. Et voilà. À la mue, au bout de 3-4 mois, ça disparaît. Donc ça correspond à ce que vous oui, avez. ça c'est courant, ça. Voilà, c'est des taches très légères. Bon. Ok. D'autres questions? Nathan, il y a Jean-Marc qui a quelque chose à rajouter. Oui. À toi, Jean-Marc. Oui, juste une parenthèse, c'était pour répondre à Pierre. Il y a l'encachir qui se présente très souvent avec des huppes, uniquement l'hippochrome, puisque bon, son élevage, son standard et son élevage fait qu'on le présente que en l'hippochrome pour le corps et la huppe. Voilà, merci. Ouais. Okay. C'est bon? Allez, c'est reparti. L'Irish Fancy. Alors ça, c'est un canari qui est relativement récent dans les concours, puisque il a été reconnu en 2008. C'est un canari irlandais. C'est le seul canari irlandais que possède donc l'Irlande à ce jour. Un petit canari 12 cm 7. Son corps est en fuseau avec une largeur au niveau des épaules qui est de 3 cm 3. Alors pourquoi j'ai noté ça? Parce que c'est important. Il y a beaucoup d'éleveurs de Radza qui, avec de mauvais Radza, qui se sont dit, ben moi je vais les mettre en Irish Fancy. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous on arrive facilement à les détecter parce qu'il suffit de regarder donc la largeur des épaules et puis surtout donc la position. Et une des qualités donc d'un Irish, c'est qu'il doit avoir quand même un peu de poitrine. Que la poitrine soit, c'est pas proéminente, mais qu'il a un peu de poitrine, ce qui est un défaut au niveau donc du Radza espagnol. Voilà. La tête doit être petite avec un cou bien marqué. Le plumage toujours bien lisse et serré, et toutes les couleurs sont admises sauf le rouge. La principale difficulté, c'est d'avoir le corps en fuseau, une position respectée ainsi que la largeur des épaules, et la tête doit être petite, étroite, et pensez que ça représente 1/4 donc dans l'échelle des points du standard. C'est-à-dire que c'est important cette tête, parce que si vous avez une mauvaise tête, ben vous êtes fortement pénalisé et ça pénalise totalement la suite du programme en ce qui concerne les Irish Fancy. Et puis surtout la taille. Et comme le Radza, on retrouve donc des oiseaux qui sont trop longs, trop grands, trop volumineux, et avec des corps trop épais, qui ne sont pas en fusion. Alors, on a un oiseau qui est à 12 cm 7. On voit bien là les bonnes positions donc des deux oiseaux qui sont en photo. Ça, c'est les positions admirables en matière donc d'Irish Fancy. Le cou doit être bien marqué. Il ne doit pas être aussi fin que le Radza espagnol, hein, mais le cou doit être bien marqué. Le corps, toujours en fuseau, les cuisses visibles et les ailes bien adhérentes. Et toujours avec un plumage le plus serré possible. Alors, le Scotch Fancy. Le Scotch Fancy,
Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de son origine, mais c'est un oiseau qui est relativement ancien, puisque le Scotch Fancy, il date de la du milieu des années 1800. Hein, c'est un oiseau qui est très mince, très grand, avec un minimum de taille de 17 cm. S'il fait 18 ou 19, c'est bien. Mais c'est un oiseau qui doit être le plus fin possible en matière donc de corps. Il ne doit pas avoir d'épaules. Les épaules doivent être rentrées à l'intérieur donc de sa forme. Position demi-lune. Alors demi-lune, c'est en arc de cercle, avec position du cou, le dos, la queue en demi-cercle. Si un scotch n'a pas assez de longueur de cou, il ne pourra jamais prendre la position. Et là, je suis admiratif quant à la position donc de l'oiseau qui est en fond vert là sur la droite, parce que prendre une position avec un petit perchoir sur lequel il se repose, je dois dire c'est un très très bon oiseau. Alors, faisant du Scotch Fancy, je peux vous dire que c'est un très bon reproducteur, qu'il n'y a pas de grosses difficultés en élevage et qu'il faut conseiller non à des éleveurs. Alors, le Scotch, 17 cm niveau donc taille, mais ça peut être plus si besoin. Moi, j'ai vu, par exemple, je suis toujours admiratif en Italie au niveau de l'exposition Reggio Emilia, parce qu'en Italie, ils ont des très très grands et très très fins Scotch Fancy, qui ont toujours une très très bonne position. La tête doit être petite et ovale. Le coulon, rappelez-vous, un coulon, c'est le gage d'avoir une bonne position. Des épaules étroites et bien arrondies. Il suffit simplement de regarder de dos le Scotch Fancy. Si vous voyez que les épaules débordent, c'est pas bon. Il faut que les épaules soient dans l'alignement donc du corps. Corps mince et cylindrique, et la queue doit être longue et doit passer en dessous du perchoir. Alors auparavant, on avait dans le standard donc des Scotch Fancy, on parlait du hop. Le hop, c'était quand l'oiseau passait d'un perchoir à un autre, il fallait qu'il ait hop, ce qu'on appelle hop, c'est-à-dire une position de réception assez particulière. Maintenant, on y attache beaucoup moins d'importance. Le lisard. Alors, le lisard, c'est le plus ancien canari de race. Les premiers spécimens du lisard ont été créés en France, faut savoir, puis importés en Angleterre par les Huguenots. Les Huguenots, c'était les protestants qui, de par les guerres de religion, étaient persécutés et ils ont fui principalement la France pour s'installer en Angleterre. Et ils ont ramené pas mal de choses, mais entre autres, ils ont ramené donc leurs oiseaux qui étaient le lisard. Alors, à préciser quand même que le lisard, le mérite de l'élevage du lisard revient indiscutablement aux Anglais. Taille 13 cm et demi, la couleur de fond du plumage est très lumineuse, il faut qu'elle soit très lumineuse, laissant ressortir le dessin mélanique. Le dessin mélanique, c'est le noir. Plus c'est noir, mieux c'est. Et le dos présente un dessin en forme d'écaille bien aligné, bien symétrique, qu'on appelle les spangles. La poitrine et les flancs sont ornés de petites taches bien détachées les unes des autres en forme de chevrons appelés les rowings. L'oxydation est noire au maximum pour les rémiges, les rectrices, les pattes, le bec et la plume de couverture. Il est hors de question d'avoir un bec tout noir, parce qu'on n'arrivera jamais à l'avoir, mais simplement il faut qu'il y ait sur le dessus, on le voit sur l'extrémité du bec, on voit disons cette mélanisation qui existe donc sur le bec. Je précise aussi une chose, c'est qu'on ne sait pas actuellement d'où provient l'écaillage et avec quel type d'oiseau cela a pu apparaître. Ça n'est pas apparu qui bonheur la chance comme ça. Je pense qu'il y a dû avoir un métissage avec un autre type d'oiseau, mais on n'a pas les preuves, ou au moins moi j'ai pas trouvé comment je dirais d'informations sur le plan historique
de la race concernant l'origine de la transmission de cet écaillage, de ce dessin. Alors, en ce qui concerne donc le lisard, il y a 3 types de lisards. Il y a le casqué, il y a les non casqués et il y a le casque brisé. Alors, on a mis un dessin avec plusieurs traces donc de côté mélanine sur, je dirais, le dessus donc du casque, en sachant que le casque est une tache ovale lipochrome qui est localisée sur le dessus de la tête. Et la photo qui va apparaître doit faire apparaître un casque brisé. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cet oiseau en présentation, parce qu'on voit donc légèrement sur le côté une trace donc de mélanine, et cette trace-là, ben, c'est le casque n'est pas complet, donc automatiquement il est brisé. La couleur de fond, alors on a 2 couleurs de fond, enfin 3, mais une fond jaune, une fond blanc. La couleur de fond, c'est le jaune doré pour l'intensif, c'est ce que l'on a actuellement sur cet oiseau qui est sur la droite, et puis un jaune paille pour l'argenté. L'argenté, dans le jargon posture, c'est le chimène. Alors, si je parlais donc d'un jaune argenté, beaucoup pourraient faire un comparatif avec la couleur donc en canari couleur. Et le blanc, c'est pour le bleu, c'est-à-dire que nous on a le bleu, et le casque, au lieu qu'il soit jaune, eh bien il est blanc. Alors je voudrais faire une petite parenthèse, c'est que la coloration rouge est totalement autorisée donc sur cet oiseau-là, et je voudrais rendre hommage à un des plus grands éleveurs que je considère en lisard, qui était Vincent Coquet. Vincent Coquet était un des plus grands éleveurs de lisards en France, et il a représenté la France dans les concours internationaux, et combien de médailles d'or, d'argent et de bronze il a pu obtenir avec ces oiseaux qui étaient remarquables. Et nous avons perdu par Vincent Coquet un des plus grands spécialistes français et international donc de lisards. Je voulais lui rendre cet hommage. Alors la particularité, c'est un oiseau qui est un bon reproducteur. Alors j'ai voulu parler un peu des accouplements recommandés. Il y avait des zones d'ombre que j'avais, j'ai pu interroger donc 2 éleveurs compétents. Si Vincent était là, je lui aurais demandé en direct. Mais là, malheureusement, donc j'ai demandé à Jean-Pierre Garou, qui est une souche, et puis Max Le Bizet. Tous les 2 font partie du club technique posture et qui sont de bons éleveurs de lisards. Alors, en accouplement recommandé, il est conseillé de faire l'intensif, l'argenté, ça c'est la règle de Chimène, intensif sur Chimène. Casque complet sur casque brisé par casque brisé par non casqué, et des casques complets sur non casqué. Pourquoi j'ai voulu vous présenter ça? Parce que je me posais la question, comment apparaissent les non casqués? Est-ce qu'il y a, si on accouple 2 non casqués ensemble, est-ce qu'on va avoir tout dans les gènes des non casqués? Et là, j'ai découvert que c'était un petit peu la roulette russe par rapport au lisard. C'est au petit bonheur de la chance, comme j'ai dit aux 2 éleveurs, c'est que pour avoir un non casqué, eh bien, il apparaît d'une manière aléatoire dans tous les accouplements que je vous ai indiqués. Et ça ne sert à rien. Les éleveurs m'ont dit, mais nous, on a essayé de faire, pour avoir des casques, des non casqués, de mettre non casqués sur non casqués. Eh bien, est apparu autant des casques brisés, des casques complets, et puis des non casqués. Donc, il n'y a pas de règle génétique précise. Voilà. Une particularité, c'est de ne jamais accoupler 2 casques complets ensemble. Pourquoi? Parce que cet accouplement a comme conséquence d'accroître la taille du casque, et elle ne peut pas déborder sur le bec, puisque le bec fait frontière, mais elle déborde principalement sur la nuque et à l'arrière de la tête. Donc, ne jamais accoupler 2 casques complets ensemble. La difficulté pour l'élevage du lisard, c'est le contour du casque.
c'est éviter le débordement sur la nuque, c'est l'oxydation des pattes, bec et bec, le bec et les pattes. Attention, une particularité, c'est que chaque plume arrachée repousse avec l'extrémité blanche. Et ce sont des oiseaux que l'on ne peut présenter que sur une année. L'année suivante, la deuxième année, vous ne verrez jamais, il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de classe adulte dans notre règlement, enfin dans notre classification actuelle, il n'y a pas de classe adulte pour les lizards. Pourquoi? Parce que la deuxième année, ils sont méconnaissables. Ce ne sont plus des lizards en soi comme on les voit actuellement là. Ce sont des oiseaux qui présentent des traces mélaniques sur le dos qui n'ont rien à voir au niveau des dessins. Donc c'est un oiseau qu'on ne peut présenter que sur la première année. Et les éleveurs qui font ces oiseaux-là doivent, pour les bons, pouvoir les disposer dans leur pièce d'élevage, oiseau par oiseau, pour éviter le piquage, pour éviter que chaque plume arrachée repousse avec une extrémité blanche. Alors ça, c'est pénalisant dans le plumage, mais c'est pas éliminatoire, puisque un lizard qui a un ongle blanc, qui a une plume blanche, vraiment une plume blanche ou une tache blanche, c'est un panaché, il est éliminé. Enfin, il est éliminé, il est non jugé. Et toujours bien respecter la taille du lizard. On a actuellement une orientation qui tend à ce que les lizards deviennent de plus en plus grands. Et ça il ne faut pas. Voilà, j'en ai parlé, pas d'ongle blanc ni des plumes blanches. Donc sur le dessin est formidable. C'est seulement, vous voyez, donc des lizards comme cela, mais on arrive à voir de très très bons lizards. Et il y a une particularité pour reconnaître donc les très bons lizards. C'est lorsque vous regardez l'oiseau en dessous de la queue, eh bien vous avez un dessin, vous avez des chevrons qui apparaissent. Si vous avez ces chevrons qui apparaissent, vous êtes en face d'une très bonne souche et en plus d'une qualité de lizard. Les bons lizards de concours ont cette particularité en dessous de la queue. Alors, le casque clair, net, ovale. Le casque est une tache, on va dire, génétiquement posée à un endroit précis qui n'apparaît que sur le dessus de la tête. Le bec doit être foncé. Ensuite, le dessin est régulier, bien marqué. Les plumes de couverture, garnies et foncées. C'est important, les plumes de couverture. Ailes et queue nettes et foncées. Et puis, les pattes et les ongles foncés. On a de plus en plus, au niveau, donc, des souches de lizard, des grosses difficultés à avoir des cils, les cils qui soient bien définis. C'est de plus en plus difficile. Et pour accroître une petite particularité, pour accroître la ménanisation, donc pattes, ongles, et puis aussi le plumage, il faut les mettre au soleil. Et puis il faut leur donner des compléments alimentaires qui vont accroître la ménanisation, donc l'intensité de la ménanisation. Voilà. Nous allons passer ensuite sur le bossu belge. Alors, le bossu belge, c'est un oiseau que je qualifierais exceptionnel de par son passé. C'est la seule race qui a été créée donc par les éleveurs belges. C'est une race très ancienne, puisqu'on a retrouvé des écrits et puis des élevages effectués donc par des moines vers 1750. Les premiers concours ont eu lieu vers 1840 à Gand, Anvers et Bruges, on a la trace. Et à ce moment-là, dans cette période 1840-1880, fin du siècle 1800, eh bien, il y a eu une demande très importante faite par les Anglais pour améliorer donc le York type anneau. Alors, c'est-à-dire qu'ils vont acheter en masse des bossus belges. Et les Belges ont vendu en quantité leurs bossus, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y avait quasiment plus de bossus, des bons bossus en Belgique. Bon, et là-dessus est arrivée donc la guerre de 14-18, et ils avaient reconstitué un peu avant 14 donc un travail de sélection pour recréer et améliorer donc leur bossu belge en accouplant. Ils savaient comment faire. Il fallait prendre donc
du frisé du Sud, du Yorkshire et puis du Malinois pour recréer, faire un brassage de tout ça, pour recréer donc le bossu belge. Ils y étaient presque arrivés. Patatrac, la guerre de 14-18 est arrivée. Ils ont tout perdu, quasiment tout perdu. Il restait quelques oiseaux survivants. Alors ils sont repartis à recréer donc le bossu belge et rebelote, la guerre de 40-45 est arrivée. Tous les efforts là ont été anéantis. Mais ils savaient comment le recréer avec les trois types d'oiseaux, bossu, frisé du Nord, frisé du Sud et malinois. Donc ils l'ont recréé vers les années 1952. Là, j'ai retrouvé un écrit de pratiquement une quinzaine de pages sur toute l'histoire de la recréation de cette race. Et croyez-moi, c'est hyper intéressant. Alors, la position du bossu est typique. Le corps et la queue forment un angle droit avec le cou. Et là, on le voit bien sur l'oiseau mélanine qui est là. Là, on a vraiment le triangle. Le triangle entre le corps et puis le dos. On voit bien. La tête doit être petite, ovale, et le cou est long et étroit. Plus le cou est long, plus l'oiseau va pouvoir prendre sa position. Les épaules sont hautes, larges, carrées, le dos est long et droit. La queue doit être légèrement fléchie, mais toujours un peu pas en dessous du perchoir, légèrement fléchie. On a une taille entre 17 et 18, toutes les couleurs sont admises, sauf le rouge. Pour avoir un bon bossu belge, il faut 3 choses. Il faut avoir donc d'un côté un long cou, des épaules hautes, et puis une position de pattes, des pattes longues, et puis une position de pattes légèrement fléchie. Et l'oiseau prend sa position et doit trouver un équilibre qui est son centre de gravité, et c'est à ce moment-là qu'il prend sa position. La position n'est pas due, comme dit la rumeur, à une déformation quelconque. On a combien de fois on a entendu dire les oiseaux, ils les mettent dans les petites cages, des perchoirs assez hauts pour que l'oiseau il baisse la tête et qu'il prenne sa position. Non, c'est totalement faux. Il n'a pas plus de vertèbres en plus que d'autres. C'est simplement la longueur du cou qui fait que l'équilibre se fait par un centre de gravité et il prend sa position. L'oiseau est un bon reproducteur. Il n'y a pas de grosse difficulté. J'ai mis volontairement cette photo d'oiseau qui était un oiseau exceptionnel parce que j'ai pu le voir en exposition. Et c'est les aléas de la photographie, parce que cet oiseau-là avait une position exceptionnelle. Par contre, quand on le voit là, eh bien, la tête est légèrement trop basse. Mais ça, c'est au moment donc de la photo. Est-ce qu'il était intrigué par quelque chose qu'il voyait en dessous, par le déclic de l'appareil photographique, allez savoir. Mais j'ai voulu mettre cette photo pour dire attention, la tête du bossu belge, la position ne doit pas être aussi basse. Elle doit être carrément à angle droit avec le corps. Alors, les difficultés rapides, la taille, la longueur du cou, le corps large, la position à prendre et l'alignement dos-queue est toujours un plumage serré. Encore que avec le bossu belge, on accorde un peu plus de largeur, de largesse à une plume qui est un peu plus longue. On est quand même un peu plus cool en tant que juge sur le plumage donc des bossus belges. Alors, sur les dessins, on voit bien l'aspect triangulaire et on voit bien aussi que les épaules doivent être hautes et le cou long. C'est 2 critères très, très importants pour que l'oiseau puisse bien prendre sa position. Le dos doit être large. Si un oiseau, il faut que, quand on le regarde, il faut que ce soit vraiment un triangle. Si le dos n'est pas large, on n'a pas ce phénomène de triangle. Important, les pattes doivent être légèrement fléchies. Elles ne doivent pas être raides comme le frisé du Sud. Les pattes sont légèrement fléchies, doivent être longues pour que l'oiseau puisse prendre sa position. Toujours une queue longue et droite et les ailes bien adhérentes, pas décollées donc du corps. Voilà. Avez-vous des questions? Je sais pas. C'était sur les lisards. C'était pour dire que moi, j'ai été formé par mon grand ami Vincent Coquet parce que on est voisins et puis copains. Enfin, on était.
Et comme il m'a donné des oiseaux intéressants à travailler depuis quelques années, pour vous dire que les femelles étaient bien plus marquées que les mâles au niveau des seins de poitrine. Voilà, c'est parce qu'on a oublié de le dire aussi, mais voilà, c'était ce que je voulais. C'est vrai, mais alors, pour appuyer encore plus ta réponse, Thierry, en posture, c'est une, on va dire, je dis pas dans toutes les races, mais c'est une race, c'est une règle, on peut dire que l'on peut dicter. C'est souvent les femelles sont toujours meilleures en concours que les mâles dans leur standard au niveau des postures. Sauf dans les grandes races. Dans les grandes races, parce que pour le crest, ça marche pas. Voilà, non mais dans les grandes races, j'ai bien dit sauf dans les grandes races, mais dans les races de position et tout ça, souvent, ce sont les femelles qui sont les meilleures. Ah ouais. Et enfin bon, c'était pour dire pour le lizard, c'était ma. Ah ouais. Mais ça s'applique aussi au lizard. Voilà. Si vous faites des graines germées, moi je vous donne une de mes astuces, c'est vous les faites tremper dans de l'eau additionnée de vinaigre de cidre. Moi je mets ma graine dans des bas de femme, vous savez, des bas en nylon, hein, et puis je les fais tremper dans de l'eau additionnée avec du vinaigre de cidre. Après une demi-journée, je rince donc mon bas sous le robinet, je refais tremper avec de l'eau plus du vinaigre, je laisse encore une demi-journée, j'égoutte et je mets mon bas en germination dans un linge propre et dans un récipient. Pourquoi je mets toujours du vinaigre? C'est une protection contre le développement éventuel de champignons. Pour une mue plus rapide. Alors dans le passé, ils appelaient ça la mue barbare. Alors elle était peut-être plus barbare que ce que je fais, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui le font. C'est à partir de la première quinzaine de juillet. Il faut mettre les oiseaux dans la pénombre jusque vers le 15 septembre. Pour qu'ils puissent s'alimenter correctement, naturellement, il faut qu'ils aient quand même de la lumière. Donc moi, je leur mets 2 heures de lumière le matin, entre 8h et 10h, et idem le soir, entre 17 et 19h. Et après, ils sont dans la pénombre. Ils sont pas dans le noir, hein, ils sont dans la pénombre. Mais on va dire une pénombre qui est vraiment assez soutenue. Hein. Et de ce fait-là, je peux vous dire que la mue, même chez des frisés, qui peuvent avoir, moi je vois mes frisés du Nord, au 15 septembre, ils ont fini la mue. Hein. Tous mes oiseaux ont quasiment fini à 95% la mue. Alors, je sais que Albert Delac, lui, avec ses frisés parisiens, fait le même système, et ces oiseaux sont, on va dire, à 75%, ils ont fini la mue fin septembre. Et puis, pour soutenir vos oiseaux durant la mue, moi j'ai des petits trucs naturels. Il faut dire que j'habite dans un endroit qui est relativement préservé de toute pollution. Je leur donne de l'armoise. Alors, vous chercherez donc notre ami Marc Boum nous avait expliqué ce qu'était l'armoise. Recherchez dans des bouquins. Vous ramassez des branches, puisque j'ai des efflorescences, donc d'armoise, mi-mûres et mûres, parce que à la période du mois de juillet, août, septembre, octobre, c'est la bonne période à laquelle l'armoise est mi-mûre et mûre. L'armoise est une plante qui développe le flux sanguin qui alimente la pousse des plumes. Dans le passé, j'ai discuté avec quelqu'un qui connaît très très bien les plantes, une herboriste, qui me disait que dans le passé très lointain, les femmes qui avaient des problèmes de règles, prenaient des infusions d'armoise. Voilà. Je crois que j'en ai terminé avec ma présentation. J'ai été un peu plus vite pour essayer d'être à l'heure, malgré les 20 minutes de retard que nous avons eu pour des raisons totalement techniques. Bon, j'ai quasiment pu terminer en temps et en heure l'exposé que je vous avais préparé. Alors, il est sûr qu'il manque des oiseaux plumes lisses qui sont les moins élevés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'intéressent pas, loin de là, mais j'ai voulu présenter des races qui étaient les plus présentes dans les concours. Dès maintenant, je vais me remettre à l'ouvrage
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est tout ce que vous avez vu, ça nécessite, j'ai calculé pratiquement plus de 100 heures de travail pour tout préparer. Alors je passe pas sur le travail qu'a fait Sonia, parce que Sonia, elle a fait toute la préparation informatique du PowerPoint. Elle a passé beaucoup de temps. Et on n'a jamais été autant ensemble au téléphone que depuis le début du mois de février. On va dire comme ça. Alors j'aurai aussi à vous préparer, je vais m'y mettre aussi sur les frisés. Là, il y a un gros travail au niveau frisé et il faudra que je vois avec les photographes parce que le frisé, c'est assez complexe. C'est simple pour moi, mais complexe à la fois. C'est principalement pour expliquer la qualité des frisures et la localisation des frisures. Donc, il va falloir que je leur fasse faire des gros plans chez les oiseaux. Voilà. J'espère que vous avez tous apprécié ma présentation. J'ai voulu être le plus simple possible. Nous sommes dans un niveau découverte et non pas dans un niveau expertise. Le niveau expertise, je pense que si la commission, je dirais visioconférence, veut aller au-delà, on pourra faire des visioconférences expertise, mais avec la présence donc d'éleveurs qui seront avec moi pour être qu'on soit beaucoup plus performant et beaucoup plus précis dans les races que l'on présentera. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre attention. Merci pour la qualité de vos questions. Et à bientôt. Alors, si vous souhaitez, on va arrêter cette visio du dimanche. Il est 12h15, donc bravo François pour la qualité et pour avoir rattrapé le retard, mais retard qui était imputé parce que tu aurais dû t'entraîner toute la nuit, comme on l'avait dit. Ouais. Mais finalement, dans Je me suis entraîné hier soir. alors que tu étais flambant neuf. Alors pour cette vidéo, merci François. Nous en avons deux de prévues pour le mois de mars, donc une le 14 mars sur les insectivores. Pour l'instant, il y a très peu d'inscrits et c'est fort dommage parce qu'il y a beaucoup à apprendre, ne serait-ce que pour l'alimentation à base d'insectes qui peut être utilisée pour d'autres types d'oiseaux pour les insectivores. Il y a beaucoup d'éleveurs qui utilisent les pinkies ou les vers de farine pour d'autres oiseaux. Le 28 mars, Frédéric Biver sur les mandarins. Ensuite, le 11 avril, une très bonne conférence sur les canaris de couleur. Le 25 avril, il y aura les agapornis ficheries par Jérémy Pellerin. Puis le 9 mai, on rebascule sur les plantes avec Marc Bum, cette fois-ci les plantes du printemps. Et là, au mois de mai, on sera en plein dans l'explosion de la végétation. Et le 23 mai, Hervé Gros reprendra la suite sur sa deuxième partie sur les perruches ondulées. Voilà, ça c'est le programme qui est déjà établi sûr. Donc merci à tous, bon dimanche et à dans 15 jours maintenant pour la prochaine du 14 mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous et au revoir. Merci, bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Merci Bon dimanche. François. Au revoir. Au revoir, merci. Faites de la pub. Merci.